Merci, madame et chers collègues, pour ces mots d'accueil. Merci de me donner l'occasion de rencontrer, même si ce n'est que virtuellement pour le moment, vos étudiants qui deviennent dès lors les miens, et c'est un grand bonheur. Évidemment, ce bonheur est gâché par les circonstances dramatiques que traverse le Liban. On a déjà beaucoup échangé, vous et moi, à ce sujet. Vous savez ce que j'en pense. Je n'en dirai pas plus dans ce cadre académique, sauf à exprimer mon affection au peuple libanais et aux étudiants et collègues qui sont ici, et vous dire combien je suis déçu que ce premier contact se fasse seulement à distance par ce filtre très décevant de Zoom, même si on s'en contentera pour cette première occasion qui, j'espère, sera suivie dès le printemps prochain d'une vraie mission en présentiel. Je vous confirme ma disponibilité pour 2 missions s'il le faut, parce que je sais que la charge d'enseignement en droit des affaires est lourde, et je vous redis combien vous pouvez compter sur moi. Alors, je suis très déçu que ce premier rendez-vous soit l'occasion pour ma part de m'être pris les pieds dans le tapis, comme on dit, avec le fuseau horaire. J'ai grand honte. On ne s'est pas bien entendu sur ce point. Pour un grand voyageur comme moi qui vit entre le Maroc et Paris, c'est inexcusable. J'aurais dû vous poser la question. Et donc, toutes mes excuses, je vous prie d'excuser ce retard, chers étudiants, chers collègues. Alors, sans plus tarder, parce que nous avons au fond peu de temps pour un thème tellement riche qu'on pourrait y passer la journée, même bien au-delà, l'idée que j'avais eue pour cette première rencontre et pour essayer de trouver un thème intéressant et d'actualité autour du droit des affaires et spécifiquement autour du droit des entreprises en difficulté, j'avais eu l'idée de vous faire apparaître l'apparition de cette nouvelle approche de la restructuration des entreprises en difficulté, pour vous montrer que se forgeait aujourd'hui en France un véritable droit des sociétés en difficulté, qui ouvre des perspectives nouvelles et qui sont parfois vertigineuses en ce qu'elles viennent renouveler la théorie du droit des sociétés, du droit des obligations, du droit des sûretés, et je vais vous dire en quoi, mais surtout la pratique, en faisant d'un droit assez poussiéreux, qui était le droit de la faillite, un véritable droit de l'ingénierie financière, le sauvetage d'une entreprise en difficulté, devenant l'occasion de réaliser des opérations de restructuration parfois très sophistiquées, avec des transformations de titres de créance en titres de capital, avec des fusions, des scissions, des apports partiels d'actifs qui se réalisent dans le cadre de la procédure collective. Bref, on voit apparaître un véritable droit de la société défaillante, ce qui n'était pas le cas jusqu'à une époque assez récente. La situation de l'associé et la singularité de la société d'habitrice ayant longtemps été un impensé du droit de la faillite traditionnelle. Alors, pour passer assez rapidement sur une évolution que vous connaissez bien, j'en dirai un mot, mais pas plus. On peut faire allusion au passage d'un droit de la faillite à un droit des entreprises en difficulté. Cette évolution est bien connue. Elle exprime l'idée que pendant des siècles, le droit de la faillite n'a rien été d'autre qu'un droit sanctionnateur. Songez qu'en France, la prison pour dette existe jusqu'à la fin du 19e siècle. Jusqu'en 1867 précisément, le débiteur qui ne paye pas ses dettes est jeté en prison. Donc le droit de la faillite, c'est un droit qui est là pour punir un débiteur défaillant. Évidemment, on ne se préoccupe pas de sauver des entreprises. Tout cela est évidemment absent des objectifs assignés à ce droit. Mais dans la seconde moitié du XXe siècle, je passe très vite, on a compris que, au-delà de la punition de débiteurs défaillants, malhonnêtes ou gravement incompétents, il y avait lieu d'abord de faire preuve d'indulgence à l'égard de ceux qui n'ont pas failli, en tout cas moralement, qui sont peut-être en difficulté, mais sans que cela ne manifeste de leur part une malhonnêteté ou une incompétence. Et donc pourquoi alors les punir? Et puis surtout, plus fondamentalement, que peu importe
l'attitude de ce débiteur. S'il est à la tête d'une entreprise qui peut être sauvée, eh bien, elle doit l'être. Donc, le droit de la faillite a alors cessé d'être un droit inquiétant parce que sanctionnateur pour se mettre au service du sauvetage de l'entreprise. Et ça, je pense que vous connaissez bien cette évolution. Ce sont en France les lois du 13 juillet 1967, puis la loi du 25 janvier 1985, qui ont offert aux tribunaux des instruments permettant de contraindre les créanciers à consentir des sacrifices, des remises, dans des cas assez limités, mais plus fondamentalement des délais pour que la dette redevienne supportable et qu'ainsi l'entreprise puisse être sauvée, que le débiteur puisse concevoir soit un plan de continuation pour poursuivre lui-même son activité, soit qu'un plan de cession soit arrêté pour qu'un repreneur aux reins plus solides puisse reprendre l'entreprise en difficulté. Ça, c'est bien connu et c'est toujours exact, hein. C'est une évolution qui n'a jamais été démentie depuis lors. Le législateur place le sauvetage des entreprises au cœur de ses préoccupations. Mais ce que l'on voit apparaître beaucoup plus récemment, c'est un passage du droit des entreprises en difficulté à un droit des sociétés en difficulté. Pour exprimer cette idée que parmi les entreprises, on a fini par mesurer l'importance d'identifier les sociétés comme des débiteurs singuliers, comme des débiteurs originaux, qui évidemment ne relèvent pas d'un même traitement que l'entrepreneur personne physique. Or, ce droit de la faillite que j'évoquais, celui qui pendant des siècles ne se préoccupait que de punir, et même le droit des entreprises en difficulté qui est apparu à partir des années 60, était conçu pour le commerçant. C'était un droit conçu autour de la personne physique exerçant une activité commerciale, puis artisanale, puis on a étendu aux agriculteurs, et puis même un jour aux professions libérales, bref, à tous les entrepreneurs. Mais le modèle, c'était la personne physique. Et quand vous prenez notre droit français de la faillite, encore aujourd'hui, il y est question du divorce du débiteur, du traitement du conjoint du débiteur, du traitement du débiteur qui décède en procédure collective. Est-ce qu'on va rendre son courrier, est-ce que le liquidateur va remettre le courrier du débiteur lorsque ça concerne sa vie privée? Enfin, toute une série de questions qui évidemment ne se posent pas pour des sociétés et qui montrent bien que le modèle a longtemps été le modèle d'un débiteur personne physique. Or, dans la vraie vie, bien sûr qu'il y a des personnes physiques défaillantes, mais dans l'immense majorité des cas, la restructuration, le sauvetage de l'entreprise n'a guère de sens. Un artisan, un commerçant qui est accablé de dettes, on le liquide. On le liquide, entendons-nous, on liquide son entreprise. On va le faire bénéficier d'un magnifique cadeau qui existe en cas de liquidation judiciaire, qui est la règle de la non-reprise des poursuites individuelles après le jugement de clôture, qui signifie que quand on prononce la liquidation judiciaire d'un débiteur, on lui offre la possibilité de se libérer de ses dettes. Ce que l'on appelle dans le jargon des praticiens le droit au rebond, le fresh start des Américains, le droit à un nouveau départ. Tout cela est bel et bon, mais ça montre que quand on est en présence d'une personne physique défaillante, on ne va pas concevoir des plans de restructuration complexes, on va concevoir une simple liquidation qui permet de donner un coup d'éponge magique pour effacer le passif. Alors que quand on est en présence d'une société en difficulté, les perspectives de sauvetage sont infiniment plus prometteuses et aussi plus complexes parce qu'on peut faire beaucoup de choses. La restructuration liée à la défaillance peut être l'occasion de faire rentrer de nouveaux actionnaires, d'exproprier les anciens, avec des techniques que vous connaissez sans doute, propres au droit des sociétés. On réduit le capital à zéro pour se débarrasser des anciens actionnaires et on réserve une augmentation de capital à un nouveau partenaire qui va prendre le contrôle de la société, ce qu'on appelle le coup d'accordéon. Réduction de capital social à zéro pour exproprier les anciens actionnaires qui, du fait de cette réduction de capital à zéro, perdent leurs actions et augmentation de capital social réservé, avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservé à un nouvel actionnaire qui prend les clés
de l'entreprise, pourrait-on dire, qui prend le contrôle et qui, du coup, va être l'artisan du sauvetage. Bon, évidemment que de telles techniques ne sont pas possibles en présence d'une personne physique. On ne prend pas le contrôle d'une personne physique. On ne réduit pas le capital social d'une personne physique. Et donc, on a fini par comprendre qu'il y avait un droit spécifique, un droit singulier concernant les personnes morales défaillantes. Alors, il y a des pays dans lesquels c'est vieux comme la faillite, hein, l'insolvency en Angleterre, c'est une partie du droit des sociétés, hein. On traite la défaillance des sociétés au Royaume-Uni avec des textes qui ont leur siège dans le droit des sociétés, et donc c'est intégré de longue date. En France, non seulement ça n'est pas le cas, mais je vous disais, le modèle a longtemps été la personne physique, au point que, on a peine à le croire, mais jusqu'à une époque récente, il n'y avait quasiment aucune disposition relative à la société en difficulté, à la situation de l'associé, une société soumise à une procédure collective. C'était un espèce de trou noir, un oubli du législateur, comme si ces choses-là n'existaient pas. Alors que la réalité est qu'au contraire, toutes les restructurations, toutes les opérations de traitement de difficultés, un tant soit peu significatives, concernent des sociétés. Je vous dis, les personnes physiques, c'est des petits artisans, petits commerçants, on liquide, en quelques mois c'est réglé, on lui vend ses quelques actifs, on paye très mal et le plus souvent quasiment pas les créanciers, et on ferme le dossier. Si l'entrepreneur a vraiment commis trop d'erreurs, trop de bêtises, on le poursuit en sanction pour l'écarter de la vie des affaires, mais ça, c'est un autre volet qui relève de la police de la vie des affaires. Sur le plan de la restructuration, c'est simplissime. Dès qu'il y a une société, et surtout si elle est d'une certaine dimension, ça devient beaucoup plus compliqué. Et donc, dans la vraie vie de ce droit des entreprises en difficulté, c'est en réalité la restructuration des sociétés qui constitue le cœur de l'activité et qui, dès lors, est devenu un, une spécialisation au sein de la matière, on pourrait dire une branche à part du droit des entreprises en difficulté, un droit qui devient spécifique lorsque cette entreprise est exercée sous la forme sociale, est exploitée sous la forme sociale, et que c'est donc une société qu'il va falloir restructurer. Et là, euh, la matière nécessite une double compétence. Il faut être tout à la fois un bon spécialiste de droit des entreprises en difficulté, matière exigeante, et un bon spécialiste du droit des sociétés, parce que ce sont ces deux disciplines qu'il va falloir apparier, qu'il va falloir conjuguer pour concevoir la restructuration. Ce qui, en réalité, nécessite de maîtriser de très nombreuses branches du droit, parce que le droit des entreprises en difficulté lui-même suppose de bien maîtriser le droit des obligations, parce qu'on est en permanence sur du rapport créancier-débiteur, le droit des sûretés, je n'ai pas besoin de vous le dire, hein, on fait du droit des sûretés en permanence quand on s'intéresse à la défaillance. Et puis, il y a un volet droit social, droit du travail évident. Il y a une dimension de droit international inévitable, parce que tous les créanciers, débiteurs et protagonistes ne relèvent pas nécessairement du même fort et du même droit. Bon, je m'arrête là, mais c'est un droit assez inquiétant par son côté protéiforme et par la variété des questions apportées. Mais il faut aujourd'hui le conjuguer avec le droit des sociétés, parce que de plus en plus, c'est au cœur des restructurations qui s'opèrent. Et c'est pour cela que de plus en plus a connu une bonne fortune le terme de droit de la restructuration. Aujourd'hui, évidemment, plus personne ne parle de droit de la faillite. On parle encore de droit des entreprises en difficulté, mais dans cette activité-là de traiter les difficultés, est apparu ce droit de la restructuration. Les cabinets d'avocats ont tous, grands cabinets d'avocats d'affaires, ont tous créé un département qui s'y trouve consacré, le département restructuring. C'est malheureusement
un domaine dans lequel on cultive beaucoup les anglicismes, hein, la technique financière anglo-saxonne a triomphé et on va parler dans les cabinets d'avocats, soit du département restructuring, soit pour ceux qui n'ont pas un vrai département consacré à ces questions, c'est un compartiment du département fusion-acquisition qu'on appelle chez certains le département retournement de sociétés en difficulté ou distressed M&A. Distressed M&A, distressed mergers and acquisitions, c'est les fusions-acquisitions en difficulté. Et donc ça, c'est un constat incontestable. Euh, un nouveau métier est apparu, celui de professionnel de la restructuration. Donc, ces professionnels qui sont capables d'utiliser le droit des sociétés au soutien de restructuration de sociétés en difficulté. Et donc, voilà ce dont je veux vous parler ce matin. Pardon pour cette mise en perspective un peu longue, mais je voulais vous convaincre de l'existence du sujet avant de le traiter, de sa nouveauté aussi, de son importance pratique. Il est vrai que nous sommes servis, hélas, par la conjoncture économique catastrophique. L'économie mondiale est en crise. En France, on parle de QMOD. QMOD. C pour Covid, U pour Ukraine, MO pour Moyen-Orient et D pour les dettes, la crise de la dette, les dettes souveraines, les dettes nées de la période Covid, ce qu'on a appelé les PGE, les prêts garantis par l'État, 600 milliards de crédits accordés de manière tout à fait absurde par notre gouvernement délirant, qui a distribué ces prêts garantis par l'État par centaines de milliards et sans s'inquiéter de savoir comment les entreprises les rembourseraient un jour. On a aujourd'hui un État qui est au bord de la faillite et des entreprises qui le font tout autant parce qu'elles n'arrivent pas à rembourser ces crédits qu'on leur a trop généreusement et inconsidérément accordés. Donc ce cumul là, Covid, Ukraine, Moyen-Orient et crise de la dette, c'est une conjonction de catastrophes économiques qui rendent ces opérations de restructuration absolument nécessaires. Et je ne sais pas si vous suivez l'activité économique en France, mais se sont succédés des dossiers considérables, entre 5 et 10 milliards d'euros de passifs à restructurer au cours des derniers mois. Le dossier Orpea, restructuration d'un énorme groupe de maisons médicales et d'accueil de personnes âgées, absolument considérable. Le groupe Casino, qu'on ne présente pas, énorme groupe de distribution français. La société Atos, dont le plan vient d'être adopté, le plan de sauvegarde vient d'être adopté le 24 octobre dernier par le tribunal de commerce de Nanterre. Et puis là, on s'attaque, nous dit-on, à la société Altis, le groupe SFR. On parle de plusieurs dizaines de milliards d'euros de dettes. C'est absolument gigantesque. Et donc, ces dossiers qu'on ne connaissait pas, enfin, on en avait un tous les 10 ans de cette dimension, se succèdent à un rythme tout à fait inquiétant, puisqu'on est à 2-3 dossiers comme ça par an en ce moment. Alors, ça fait tourner les cabinets, ça fait vivre les professionnels de la restructuration, ça fait que nos amphis, à nous, professeurs qui dispensons ces enseignements, sont bien remplis. On a un intérêt de la part des étudiants qui ont bien compris qu'il y a des débouchés dans ce domaine, j'allais dire encore, hélas, parce que c'est quand l'économie va mal que cette matière va bien. Mais du coup, ça renforce encore l'intérêt pratique et les enjeux autour de cette discipline. Ma dernière observation introductive sera pour revenir au fond sur ce par quoi je commençais, qui est de montrer les enjeux théoriques aussi. Parce que, à vrai dire, à l'université, bon, on est intéressé de savoir s'il y a des enjeux pratiques. On est là aussi pour former des étudiants à un futur métier et relever qu'il y a des enjeux pratiques et des débouchés, c'est important pour nous. Mais ce n'est pas le cœur de notre métier. On est surtout là pour former des juristes, pour former des hommes et des femmes qui sauront manier le raisonnement juridique, qui sauront construire une argumentation. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir une matière qui se prête bien à l'apprentissage. Or, celle-ci est
absolument remarquable à cet égard, parce que, je vous le disais, elle présente cette qualité de ne plus être segmentée. L'un des drames de l'université, c'est le découpage en tranches du droit. On coupe les matières pour les besoins de leur enseignement et on fait tantôt le droit des obligations, tantôt le droit des sûretés, et puis ensuite tantôt le droit des sociétés, euh, avec une quasi-interdiction de se parler d'un cours à l'autre. Alors, on n'a pas le choix, on est obligé d'aborder les sujets les uns après les autres. Qui trop embrasse mal étreint. On ne peut pas demander aux étudiants de tout découvrir d'un coup, mais c'est parfois un petit peu réducteur parce que les cours semblent s'ignorer l'un l'autre, alors que dans la vraie vie, évidemment, que vous n'allez pas dire que vous ne faites que du droit des obligations ou que du droit des sûretés. Votre futur client viendra avec un problème à résoudre et il se fiche de savoir de quelle branche du droit cela relève. Vous serez de fait contraint de traiter toutes les questions de quelque discipline qu'elles relèvent. Or, le droit des entreprises en difficulté est cette occasion offerte aux étudiants de enfin mettre en perspective et enfin réunir les connaissances qu'ils ont pu acquérir dans des branches du droit auparavant séparées. Et ça, c'est très intéressant. Ça fait de cette matière, il y en a d'autres, hein, mais c'est une matière qui, à cet égard, est une centrifugeuse de toutes les branches du droit précédemment rencontrées, et c'est très formateur. Et puis, c'est aussi l'occasion de se poser de très belles questions théoriques. On pourrait en prendre de multiples exemples, mais je n'en prendrai qu'un, parce que c'est celui qui, au fond, nous concerne ici. C'est de montrer, c'est de s'interroger sur ce qu'est véritablement un associé. Le thème qui nous retient aujourd'hui, le fil rouge de mon intervention, c'est de montrer qu'il y a un statut de la société en difficulté et dès lors de l'associé en difficulté. Et que le droit des entreprises en difficulté peut devenir un instrument d'expropriation des associés, par exemple. Et à travers cette question éminemment pratique, apparaît en filigrane une autre qui est beaucoup plus théorique, beaucoup plus fondamentale, mais très intéressante, qui est de s'interroger sur ce qu'est un associé. Et à l'occasion de la faillite de la société, on voit que l'associé va être finalement traité comme le créancier qu'il est fondamentalement. Alors, ramener un associé à un état de créancier, ça peut choquer les puristes. En droit des sociétés, on distingue évidemment entre l'associé, qui, par son titre, a des droits politiques et financiers dans la personne morale, et le ramener à un simple créancier serait choquant, et pourrait même sembler une erreur. Mais dans le droit de la faillite, qui est un droit très pragmatique, on ne nie pas que l'associé n'est pas qu'un créancier, mais il l'est aussi. Ce que la, la place de la ligne capital social au bilan, au passif du bilan montre bien. Quand on émet des titres, c'est une ressource pour la société et c'est une ligne de financement qui apparaît à son passif. Et donc le créancier qu'est l'associé apparaît comme tel en tant que les titres qu'il détient sont mentionnés au passif du bilan de la société. Pour la société, émettre des titres et avoir des associés, c'est avoir un rapport d'obligation de débiteur à créancier, puisque à un certain terme, normalement celui de la dissolution, l'associé récupérera sa mise. Il pourra donc faire valoir un droit de créance au remboursement de son apport, au paiement d'un éventuel boni de liquidation. L'idée de créance n'est pas du tout absente. Mais le droit des procédures collectives le ramène à cela. Bien sûr qu'il y a d'autres choses, il y a le droit de vote, il y a le droit à l'information, il y a des droits politiques, mais dans la procédure collective, on va traiter l'associé comme le créancier qu'il est fondamentalement, en le rangeant dans la hiérarchie des créanciers. Et inutile de vous dire qu'il va s'y trouver très mal logé, puisqu'on va faire de lui un créancier de dernier rang. Et voilà, c'est un bon exemple de, de, de questions d'ordre théorique que l'on se pose parfois, mais que l'on se pose ici nécessairement, parce que c'est la condition de la précision qu'on va pouvoir apporter au traitement de l'associé. On fait de lui un créancier pour savoir comment on le traite. Alors, tout cela étant dit, et je vous rassure, cette copieuse mise en perspective m'aura permis de dire l'essentiel.
j'aurais en fait deux idées à vous exposer. La première, c'est de vous montrer comment on traite aujourd'hui l'associé d'une société en difficulté dans une procédure de restructuration classique, c'est-à-dire sans constitution des classes de parties affectées, dont je vais vous dire un mot, qui ont fait leur apparition à l'occasion d'une réforme récente. Et puis, ben, on évoquera la possibilité d'un traitement de l'associé dans le cadre de ces classes, énorme nouveauté qui a fait son apparition en 2021. Donc, je passe assez vite sur la première hypothèse parce qu'elle n'est pas si récente que ça date d'une dizaine d'années. Bon, c'est relativement récent à l'aune d'un droit de la faillite qui est millénaire, mais euh, à partir de l'ordonnance du 12 mars 2014, le législateur s'est préoccupé d'adopter des règles pour traiter l'associé d'une société soumise à une procédure collective. Et on distingue ici les deux types de procédures que connaît le droit français pour restructurer, la procédure de sauvegarde ou la procédure de redressement. La procédure de sauvegarde, on peut passer très vite, car l'associé, il s'y trouve protégé. L'associé de la société mise en sauvegarde ne risque rien. Il ne risque pas ce que nous allons finalement passer notre temps à étudier ce matin, il ne risque pas l'expropriation, c'est-à-dire l'éviction et le remplacement par un nouvel investisseur qui prendrait sa place, une sorte de coucou qui vient se loger dans le nid de l'ancien associé évincé. En sauvegarde, donc cette procédure qui s'ouvre à l'égard d'un débiteur en difficulté qui n'a pas encore cessé ses paiements, en sauvegarde, ce risque n'existe pas. Pourquoi? Parce que c'est le dirigeant de la société qui prépare le plan. Il a la main sur le plan. Ce n'est pas l'administrateur lorsqu'il y en a un qui prépare le plan, c'est le dirigeant. Et le dirigeant, vous le comprenez, ne va pas s'exproprier lui-même. Il ne va pas se faire harakiri, pourrait-on dire. Il ne va pas concevoir un plan qui lui serait défavorable. Et comme le dirigeant, on peut le penser, est gouverné par l'actionnaire qui l'a nommé, il y a un alignement des intérêts du dirigeant de la société en sauvegarde et des actionnaires, sauf hypothèse pathologique qu'on pourrait imaginer, mais dans ces conditions, le plan proposé au tribunal, le plan de sauvegarde, est le plan du dirigeant et donc de l'actionnaire. Peut-être que l'actionnaire va quitter le navire qui est en train de couler, peut-être que l'actionnaire va accepter qu'un investisseur rentre et le remplace, mais c'est alors son choix, ce n'est pas une expropriation. Il profite de la sauvegarde pour passer la main et pour transférer le contrôle de la société à un repreneur qui est d'accord pour poursuivre l'aventure. Mais ça, c'est tout à fait banal. C'est une hypothèse de cession de contrôle consentie et qui n'a rien de brutal à l'égard de l'actionnaire. Donc en sauvegarde, il ne se passe rien. Pour l'actionnaire, rien d'inquiétant. En redressement judiciaire, en revanche, l'ordonnance du 12 mars 2014 a introduit des dispositifs plus inquiétants. Alors, je crois qu'il y a un micro qui a dû rester allumé quelque part. C'est bon, vous pouvez continuer, monsieur Descartes. Alors, les dispositifs que j'évoque ont leur siège à l'article L631-9-1, L631-9-1, c'est une création de l'ordonnance de 2014, et L631-19-2. Voilà, deux textes. Ça a été adopté un petit peu après par la loi Macron 2 ans plus tard, en 2016. Ces dispositifs permettent d'exproprier l'associé d'une société en redressement judiciaire. Et c'est là qu'on a vu apparaître ce droit de la société en difficulté, ce droit menaçant pour les associés, puisque l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire peut devenir l'occasion d'exproprier les associés qui n'ont pas les moyens de financer le sauvetage de l'entreprise. L631-9-1, c'est l'obligation pour les associés d'une société en redressement de reconstituer les capitaux propres.
S'ils ne le font pas, eh bien, le tribunal pourra désigner un repreneur qui acceptera, lui, de reconstituer les capitaux propres et d'exécuter le plan de sauvetage de l'entreprise, le plan de redressement. Il faudra pour cela augmenter le capital, très probablement, parce que la reconstitution des capitaux propres, ça passe nécessairement par une modification statutaire, une modification du montant du capital social. Généralement, on le réduit pour apurer les pertes et on l'augmente pour reconstituer les capitaux propres. Et ça, on ne savait pas faire avant que ce texte ne soit adopté, parce qu'il suffisait que les associés votent contre la modification du capital, votent contre la modification des statuts, pour qu'on se retrouve bloqué. On ne savait pas contraindre un associé à voter, même lorsque l'intérêt social le commandait, même lorsque c'était au nom d'une reconstitution des capitaux propres favorable au sauvetage de l'entreprise. Alors on pouvait songer à mobiliser la construction de l'abus de minorité, l'abus de droit de vote, mais c'était bien compliqué. En pratique, ça ne marchait pas. Eh bien, le législateur est intervenu pour permettre de tordre le bras de l'actionnaire. Si l'actionnaire ne vote pas la reconstitution des capitaux propres, eh bien, on va lui retirer son droit de vote. On va confier le droit de vote de l'actionnaire qui fait obstruction à la reconstitution des capitaux propres à un mandataire qui votera à ses lieux et places et qui permettra, dès lors, de l'évincer. Car dans une telle hypothèse, ce qu'on fera voter à ce mandataire, c'est une réduction du capital social à zéro pour se débarrasser de ces actionnaires dont on ne veut plus parce qu'ils bloquent le processus de restructuration, et une augmentation de capital réservée à un nouvel actionnaire qui rentrera au capital et prendra le contrôle. Un dispositif assez proche est prévu par l'article 631-19-2. Je ne développe pas, je n'en ai pas le temps, mais c'est pour vous dire, et c'était ma première observation, même dans les procédures traditionnelles de redressement judiciaire, on a maintenant un droit qui permet d'exproprier un actionnaire et ainsi de faire du redressement judiciaire d'une société en difficulté un moyen d'une prise de contrôle hostile, hostile parce qu'elle n'est pas voulue par les actionnaires, et dès lors, une solution brutale que le droit des sociétés ignorait jusqu'à une époque récente. Ma deuxième et dernière euh, piste que je veux partager avec vous, c'est celle du traitement de l'associé dans les classes de parties affectées. Alors ça pourrait mériter une mission à soi tout seul. Il faut que je vienne passer 10 jours à Beyrouth pour partager avec vous le secret de ces classes, tellement c'est complexe. Et là, en 3 minutes, je vais essayer de ne pas y consacrer plus, c'est gageur de vous expliquer ce dispositif sophistiqué. Les classes de parties affectées, c'est la transposition d'une directive inspirée du droit américain, une directive du 20 juin 2019 que le droit français a transposée par une ordonnance du 15 septembre 2021, qui conduit à décider la restructuration en soumettant le plan qui l'organise à des classes de créanciers, à des classes de parties affectées, nous dit la loi, qui sont composées de créanciers pour la plupart, mais aussi de détenteurs de capital, c'est-à-dire, pour faire simple, d'actionnaires. Et donc, ce que je vous disais, qu'au plan théorique, l'actionnaire était ravalé au rang de créancier, vous en avez ici une magnifique illustration. L'actionnaire est logé dans une classe comme le sont les créanciers de la société, ce qui fait qu'on le traite au fond comme un créancier. Et en plus, un créancier qui ne va pas être très bien traité puisqu'il est évidemment subordonné. Dans la hiérarchie des créanciers, l'associé est tout en bas du classement, puisqu'il est celui que l'on paye en dernier dans une liquidation. Et ces classes vont voter le plan. Et de là, deux possibilités. Soit toutes les classes ont voté le plan et le tribunal peut l'arrêter assez facilement, soit certaines classes ont voté contre. Le tribunal peut encore arrêter le plan en, en imposant ce plan aux classes qui ont voté contre et en imposant ce qu'on appelle une application forcée interclasse. Les Américains appellent ça le cross-class cram-down, un plan imposé à certaines classes. Mais le test qu'il faut alors faire passer au plan est le test dit du meilleur intérêt des créanciers, le best interest test du droit américain,
c'est-à-dire un test, un contrôle qui permet de vérifier que ces créanciers auxquels on impose le plan, ou ces détenteurs de capital, ces actionnaires auxquels on impose le plan, ne seraient pas mieux traités dans un cadre liquidatif qu'ils ne le sont par le plan. Et ça, c'est une méthode révolutionnaire. Si on peut démontrer que l'actionnaire n'aurait le droit à rien dans un cadre liquidatif, compte tenu de ce que vaut l'entreprise, de ce que valent ses actifs, et compte tenu du concours qui existe avec d'autres créanciers mieux classés que lui, eh bien, on peut exproprier l'actionnaire, on peut ramener le capital social à zéro, virer ce malheureux actionnaire et augmenter le capital au bénéfice d'un nouvel actionnaire qui va prendre sa place. Il n'a que ses yeux pour pleurer, mais on ne pleurera pas sur son sort parce qu'on lui dira, certes, vous avez perdu votre qualité d'actionnaire et votre mise, mais comme la restructuration ne vous traite pas plus mal que vous aurez traité la liquidation, de quoi vous plaignez-vous? Si on restructure, on vous évince, mais si on restructure pas, on liquide, et si on liquide, vous perdez tout. Donc, la belle affaire, vous ne pouvez pas vous plaindre de cette restructuration qui vous exproprie. Ça ouvre des perspectives vertigineuses parce que aujourd'hui, dans le cadre de ces classes de parties affectées, il suffit de démontrer à un associé qu'il n'est plus dans la monnaie, comme disent les Américains. Il n'est plus dans la monnaie, c'est-à-dire que si on vendait tous les biens de la société pour payer les créanciers, il n'y aurait rien pour lui compte tenu de son rang médiocre. Eh bien, si vous n'êtes plus dans la monnaie, vous passez votre chemin. On n'a plus rien à vous réserver. On peut vous exproprier. Vous mesurez le changement de paradigme, le changement de perspective. C'est tout à fait impressionnant. Donc, voilà un risque d'expropriation qui explose pour l'actionnaire avec ces classes de détenteurs de capital, ces classes de parties affectées qui peuvent réunir des détenteurs de capital et donc des actionnaires. C'est absolument saisissant la nouveauté de ce mécanisme. Alors, il existe des garanties. Le législateur a été inquiet de sa propre audace. Il a introduit des garanties. Quand on exproprie l'actionnaire, d'abord, il faut vérifier, je vous disais, que le plan passe le test du meilleur intérêt. Il faudra vraiment prouver qu'il n'aurait droit à rien dans un scénario liquidatif, ce qui suppose qu'on évalue les actifs de la société, qu'on fasse un ordre de répartition prévisionnel et que l'on puisse dire à l'actionnaire, ben, désolé, il n'y aurait rien pour vous. Donc ça, première condition, on peut vous exproprier. Mais si on ramène à zéro le capital et qu'on exproprie l'actionnaire, il faudra bien augmenter ensuite le capital parce qu'on ne peut pas avoir un capital qui reste à zéro. Et là, il y a une garantie qui permet quand même aux actionnaires d'être éventuellement en mesure de revenir au capital. Donc, on les sort par la porte d'une réduction de capital social à zéro parce qu'ils ne sont plus dans la monnaie, mais ils vont revenir par la fenêtre de l'augmentation de capital parce que la loi leur a offert cette garantie d'un droit préférentiel de souscription. On ne peut pas supprimer leur droit préférentiel de souscription. S'ils ont les moyens de souscrire à l'augmentation de capital qui se décide, on ne pourra pas les priver de ce droit, ce qui montre qu'on n'est pas allé jusqu'au bout d'une possibilité d'expropriation totalement brutale de l'actionnaire. Voilà en quelques mots ce que je peux vous dire sur un thème dont vous aurez compris qu'il mériterait beaucoup plus. C'est un teaser, comme on dit en bon français. C'est une trop brève présentation destinée à susciter votre intérêt. J'espère que le résultat se sera produit. Et comme il nous reste encore un petit peu de temps, enfin, je ne sais pas s'il nous reste du temps, puisque avec cette heure de retard, en fait, il ne nous reste plus du tout de temps. Mais pour ceux qui le veulent et qui le peuvent, je suis évidemment à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions. Merci infiniment pour votre écoute. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Je vous rassure, vous avez suscité et notre attention et notre intérêt. C'est une matière qui n'est pas la mienne, mais j'ai réalisé combien elle était intéressante. Non, c'est bon, j'ai merci encore pour cet exposé passionnant, vivant. Vous avez montré évidemment les évolutions, les transformations profondes de la matière à la lumière des différents intérêts en présence. Alors, je vais donner la parole
de toute manière à ceux qui souhaiteraient poser des questions, intervenir, donc les étudiants qui sont dans l'amphi ou les étudiants qui sont avec nous en ligne par la suite. Donc, il faudra faire un raise, lever la main et je vous donnerai la parole. On va peut-être commencer par ceux qui sont présents ici. Donc, c'est des étudiants de Master 1. Et on procédera comme ça. Je ne sais pas si le professeur Antoine Haït est encore avec nous. Il était avec nous en ligne et puis ça s'est coupé, donc je ne sais pas s'il a des problèmes de connexion. On verra s'il se reconnecte. Donc, je donne la parole tout de suite aux étudiants dans le public. Vous avez le micro? Voilà. Vous nous direz, Monsieur Lucas, si vous entendez bien. Sinon, je leur dirai de monter vers moi. Là, j'ai le micro principal. Ils ont un micro baladeur. D'abord, bonjour Monsieur le Professeur. Merci pour cette intervention tellement enrichissante. J'ai une question, une simple curiosité. Hier, j'étais en train de réviser mon propre cours en fait, et j'ai vu dans la biographie que vous avez, dans la 5e édition de votre manuel, nommé le manuel le droit de la faillite, alors qu'à 2 reprises dans votre présentation, vous avez mentionné que le droit de la faillite était poussiéreux et que plus personne n'en parlait. Donc, je voulais savoir pourquoi avoir choisi le terme faillite plutôt que manuel de procédure collective ou des entreprises en difficulté. Merci. Quelle question pertinente, quelle question taquine aussi, puisque vous me reprochez une contradiction. Je viens de vous faire le procès du droit de la faillite et non sans perfidie, vous relevez que j'ai cru devoir appeler mon manuel consacré à ce sujet, manuel de droit de la faillite. Alors, comment justifier ce terme? Alors, précisément parce que je considère pour ma part que le terme faillite reste en fait très évocateur. Ce que je reproche à différentes appellations qui ont progressivement remplacé cette référence à la faillite, c'est leur tendance à l'euphémisme. On veut dédramatiser la matière, et donc le fait de ne plus payer ses dettes, ça n'est pas grave. Le débiteur... C'est Lucas qui fait une conférence en visio pour Beyrouth. Monsieur Merle, on vous entend ici aussi. Ah, pardon, excusez-moi. Pas de problème, je suis très Madame heureuse le doyen, excusez. J'ai cru reconnaître la voix de mon ami Philippe Merle. Collègue, grand ami du Liban et de la faculté d'ailleurs, et j'espère que la situation vous permettra de vous revoir à Beyrouth, bien sûr. Monsieur Lucas, je suis désolée pour cette interruption, je vous donne la parole. Tout est permis au professeur Philippe Merle, et donc j'espère qu'on aura l'occasion de Merci François-Xavier. Très heureux de savoir qu'on se retrouve, même si ce n'est qu'à distance, et j'espère qu'on se retrouvera bientôt à Beyrouth ou ailleurs, cher Philippe. Vous voyez, Beyrouth vous réunit, monsieur Lucas et monsieur Merle. C'est formidable. Et donc, pourquoi continuer en fait à parler de droit de la faillite? C'est pour faire le procès d'une dédramatisation que je juge excessive de ce phénomène de défaillance. Parce qu'au fil des années, une évolution que je vous ai présentée comme étant assez justifiée et bénéfique a conduit à réfléchir à la création d'un véritable droit de l'entreprise en difficulté, du sauvetage de l'entreprise, du maintien des emplois. Évidemment que personne n'est contre, c'est une évolution très vertueuse. Mais ça s'est accompagné d'une forme de dédramatisation et de dire ne pas payer ses dettes, ça n'est pas grave, c'est quasiment un droit de l'homme, le débiteur ne peut plus payer, eh bien la belle affaire, le créancier n'aura que ses yeux pour pleurer. Et quand on voyage de par le monde, on s'aperçoit que cette conception est au fond assez minoritaire. C'est très français, c'est très américain, c'est très occidental au fond. Mais pour avoir enseigné le droit de la défaillance au Maroc, par exemple, je peux vous assurer qu'un public marocain reste extrêmement choqué par la perspective qu'un débiteur ne paye pas ses dettes. Ça reste moralement condamnable. Et quand vous allez au-delà de notre petit monde occidental, vous apercevez qu'il y a une réprobation sociale qui reste assez forte à l'idée qu'un débiteur soit défaillant. Et donc, continuer à parler de faillite, c'est au fond rappeler cette idée qu'on est en présence d'une faillite, d'une défaillance, qu'on est en présence d'une situation objectivement anormale d'un débiteur qui est défaillant, qui est failli, qui va faillir, pour reprendre ce terme évocateur,
et qui va donc faire défaut à ses créanciers, qui ne va pas respecter ses engagements. Et donc, évidemment qu'il y avait un petit côté provocateur à retenir ce terme droit de la faillite pour parler d'un manuel qui prenait l'évolution à rebrousse-poil. Mais voilà, le message politique, au fond, qu'il s'agit de porter, c'est qu'au-delà de toutes ces évolutions belles et bonnes hein, qui vont vers le droit des entreprises en difficulté, et je vous ai dit ce matin, vers un droit de la restructuration, il ne faut pas perdre de vue que ne pas payer ses dettes, ça reste moralement problématique. Alors, ça mérite examen. Là-dedans, il y a du plus ou moins grave, il y a de l'accident de la vie, il y a de l'accident économique, mais il y a d'authentiques coquins, il y a d'authentiques malhonnêtes quand ce n'est pas des incompétents tellement notoires que ça confine à la malhonnêteté. Et ça, notre droit à trop avoir abandonné l'idée de faillite et de défaillance, s'en est peut-être un petit peu trop libéré. Donc voilà l'idée derrière la dénomination faillite. Merci beaucoup. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres? Mademoiselle Zahed, vous avez une question, on vous donne le micro. Bonjour, monsieur le professeur, et d'abord, merci pour cette intervention très enrichissante. J'avais une question au sujet, en fait, nous, on sait que souvent, les associés utilisent le coup d'accordéon afin d'exclure les minoritaires. Ça, là-dessus, en droit de société, si je me rappelle bien, on peut annuler le coup d'accordéon, l'opération, si c'était dans ce but. Est-ce que le fait que ce soit dans une opération de redressement et donc de restructuration de l'entreprise peut justifier le fait que c'était pour exclure les minoritaires ou il y a encore cette exception? Merci. Alors, je n'ai pas bien entendu votre question. Je crois qu'elle concerne le coup d'accordéon. Et vous me demandez Oui, en quoi le fait qu'un coup d'accordéon se réalise dans le cadre d'une opération de restructuration d'entreprise en difficulté. Et là, j'ai manqué le mot important. S'il y a l'exception, en fait, l'interdiction de vouloir exclure les minoritaires. Si le fait que ce soit dans L'interdiction de quoi? J'entends vraiment très mal. Interdiction de exclure les associés minoritaires. Elle dit l'intention d'exclure les associés minoritaires. C'est bien ça, Oui, mademoiselle. si c'est justifié dans le cadre de la procédure collective. D'accord, je comprends votre question. Pardonnez-moi de vous avoir fait répéter, mais c'était vraiment la qualité de la transmission. Votre question est très pertinente et extrêmement intéressante. Donc, si je la comprends bien, vous savez, vous rappelez qu'en droit des sociétés, l'opération de coup d'accordéon est encadrée parce qu'elle peut être l'occasion pour les majoritaires qui la votent de se débarrasser à bon compte de minoritaires, et ça, on ne peut pas le tolérer. Il faut une conformité à l'intérêt social, il faut que cette opération ne soit pas infectée par un abus de majorité. Et la question que vous vous posez, c'est est-ce que le fait que cela se réalise dans le cadre d'une restructuration de société en difficulté permettrait de s'affranchir de ces exigences et de ces protections des minoritaires? C'est bien ça? Oui, c'est ça. Voilà. Eh bien, la réponse est non et oui. Non, parce que évidemment que les opérations intéressant la société relèvent du droit des sociétés, quand bien même elles se réalisent dans le cadre d'une restructuration. C'est-à-dire qu'on se posera les mêmes questions de conformité à l'intérêt social, de nécessaire protection des minoritaires, d'absence de fraude, d'absence d'abus de majorité, dans un cadre de restructuration d'entreprises en difficulté que dans un cadre de restructuration de société in bonis. On ne peut pas faire l'impasse sur les règles d'ordre public du droit des sociétés au motif que l'on se trouve dans un cadre de restructuration. Donc ça, c'est pour le non de ma réponse. Mais là où on va quand même vers le oui, en tout cas, ça peut être semble étrange de répondre à la fois non et oui, mais ce que je veux vous dire, c'est que en réalité, en pratique, il va y avoir un assouplissement des contraintes liées à ces exigences du droit des sociétés en raison du cadre particulier de la restructuration et de la nécessité du sauvetage. Qu'est-ce que je veux vous dire par là?
Eh bien, c'est que quand on s'interrogera sur la conformité à l'intérêt social, quand on s'interrogera sur l'absence d'abus de droit de vote, évidemment que la circonstance que l'on se trouve dans le cadre d'une restructuration qui vise à sauver la société ne pourra pas rester sans conséquence. Parce que quand des majoritaires réalisent un coup d'accordéon de confort qui n'est pas dicté par le sauvetage de la société, là, la jurisprudence est vigilante et sévère et l'abus de majorité, quand ce n'est pas la fraude, sont en embuscade pour remettre en cause un tel coup d'accordéon. En revanche, quand on est en train de sauver la société parce que c'est la dernière chance avant la liquidation, là, le coup d'accordéon est, par hypothèse, validé au regard de la conformité à l'intérêt social. Si vous pouvez démontrer que sans ce coup d'accordéon, de toute façon, l'entreprise ira à la liquidation parce que c'est l'opération de la dernière chance avec un investisseur qui est prêt à remettre au pot, qui est prêt à réinvestir et qui va être l'artisan du sauvetage de la société, le minoritaire et d'ailleurs même le majoritaire qui chercherait à s'opposer à ce coup d'accordéon en disant c'est pas conforme à l'intérêt social, on va pas le voter, bah, ce sera très compliqué parce que vous connaissez les critères de l'abus de droit de vote, c'est d'empêcher une opération nécessaire à la survie de la société. Bah, là, on est en plein dedans. Et donc, comme la survie de la société est en cause, ça facilitera la démonstration de la conformité à l'intérêt social du coup d'accordéon considéré. Merci. Bien. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle? Sinon, je donne la parole à ceux qui sont en ligne avec nous. Bon, c'est bon. Merci. Est-ce que quelqu'un a une question en ligne? Je vois qu'il y a une main levée. Il y a deux. Il y a M. Yadbek et Mme Jabour. Non, y aller. M. Yadbek, parce que Mme Jabour semble-t-il baisser la main. Vous m'entendez? On va commencer par M. Yadbek. Oui. Bonjour, professeur. Je suis professeur de travaux dirigés des étudiants du droit des entreprises en difficulté. Donc, en fait, hier, on parlait de la cessation de paiement et en fait, on a fait 3-4 séances sur le sujet déjà. Et la première chose que je leur avais expliqué, c'est que on est passé, pourquoi on parle, pour revenir à votre question de faillite et de droit d'entreprise en difficulté, pourquoi on passe de l'entreprise, on est passé du non-faillite à l'entreprise, aux entreprises en difficulté, surtout avec la création de nouveaux concepts qui ont été, avec l'évolution de la jurisprudence et des législations en la matière. Donc, en fait, on est passé d'une volonté de liquider les entreprises au début parce qu'elles étaient en faillite à une idée de sauvegarde des entreprises, d'essayer de sauver l'entreprise plus que pour des raisons non seulement relatives à l'entreprise elle-même, mais pour des raisons d'économie nationale. Parfois, pour éviter les pertes d'emploi, pour éviter... Mais aussi, il y a eu ce débat aussi en classe avec les étudiants que parfois, il vaut mieux liquider la société que d'essayer de la sauver. Parce que aussi, en essayant de la sauver, on peut artificiellement essayer de la sauver. Et même pour revenir à votre sujet, qui est la restructuration, qui est une autre façon aussi d'essayer de sauver l'entreprise. Donc, j'aimerais savoir un peu votre avis sur ce débat entre vouloir sauver l'entreprise ou peut-être parfois il vaut mieux la laisser mourir pour en avoir une nouvelle ou bien pour laisser l'entrepreneur recréer une nouvelle entreprise. Donc, j'aimerais avoir votre avis sur ce point. Alors, je vous remercie pour cette question, chers collègues. Toutes les questions sont passionnantes ce matin. On pourrait presque toutes en faire un thème de conférence et d'échange. Et celle-ci me tient à cœur particulièrement. Parce que ça me permet de revenir sur ce choix du terme faillite. Parce que en parlant aussi en parlant de faillite, c'est aussi pour rappeler que le redressement à tout prix, qui est véhiculé par les nouvelles dénominations, droit des entreprises en difficulté, droit du rebond, droit au retournement, tout cela se fait parfois en imposant des sauvetages d'entreprises qui sont économiquement aberrants. On est passé d'un droit de la faillite essentiellement liquidatif, presque exclusivement liquidatif, à un droit
du sauvetage à tout prix. Et ça, votre question a tout à fait lieu de le souligner. C'est extrêmement dommageable. L'idéologie du redressement à tout prix est très préoccupante parce que ce redressement, il a un coût. On redresse des entreprises non viables, ce qu'on appelle les canards boiteux de l'économie, des entreprises qui, dans un cadre normal de marché, devraient disparaître parce qu'elles ne sont plus viables, elles ne sont plus rentables, parce qu'elles relèvent d'un monde qui est en train de disparaître. Les maintenir artificiellement en vie, ça a des conséquences tout à fait préoccupantes. Ça a un coût d'abord. Qui va supporter ce maintien à flot artificiel de ces entreprises non viables? C'est les pouvoirs publics qui vont abandonner des créances fiscales, des créances sociales. Ce sont les subventions qui sont parfois accordées, même si le droit européen qui interdit les aides d'État y a mis bon ordre depuis quelques années. Ça devient très compliqué à faire. Mais ce sera aussi la collectivité des créanciers. Ces entreprises que les tribunaux se croient autorisés à sauver parce que tel est leur bon plaisir, alors que économiquement c'est aberrant, vont être sauvées aux frais des créanciers. C'est les fournisseurs qui ne seront pas payés, c'est les salariés qui seront payés par l'AGS, c'est-à-dire par un organisme de garantie qui mobilise la solidarité nationale, mais l'employeur ne paiera pas les salaires. Ce sont les sous-traitants qui ne seront pas payés, les banquiers qui verront leurs créances rabotées. Si c'est pour sauver une vraie entreprise viable et qui demain redeviendra performante et qui créera de l'emploi, qui créera de la richesse, qui paiera des impôts, ça nous va très bien. Mais il y a toute cette zone grise d'entreprises qui ne devraient pas être sauvées, mais que par lâcheté des pouvoirs publics et parfois des tribunaux qui leur courent derrière, on maintient artificiellement en vie et à tort. Et donc parler de faillite, c'est aussi se souvenir que c'est un droit qui de temps en temps est un droit sans cœur, est un droit qui n'est pas là pour sauver, pour à tout prix sauver l'entreprise du débiteur. Il y aura des pleurs et des grincements dedans, parce que tout le monde ne sera pas sauvé. On vous le dit dans l'Évangile, mais on vous le dit aussi dans les prétoires des entreprises en difficulté. Toutes ne devraient pas être sauvées. Et pourtant, trop souvent, il y a cette idée qu'il faut en sauver le maximum. Donc il y a, là votre question est très intéressante, il y a un travail courageux à mener de diagnostic pour identifier les entreprises qui méritent d'être sauvées et au bénéfice desquelles tous les moyens doivent être mobilisés pour qu'elles le soient, et celles qui ne peuvent pas l'être au plan économique et qui dès lors ne doivent pas l'être. Et ce travail, il n'est pas toujours fait parce que on reste en France en tout cas dans une culture du sauvetage à tout prix, hélas. Merci, professeur, pour cette réponse très intéressante. Ça va encourager le débat encore plus sur la question. Et vous voyez, ça montre que cette matière, qui est très technique, bien sûr, a aussi une dimension politique importante, parce que c'est un choix politique. Est-ce qu'on a un droit très libéral? Il y a des pays au monde où quand l'entreprise est défaillante, on la liquide, sauf si les créanciers sont d'accord pour la sauver, mais les créanciers ont la main. On n'a aucun moyen de leur imposer quoi que ce soit. Si on sauve l'entreprise, c'est parce que tel est le bon vouloir des créanciers. Approche très libérale. Et puis, il y a des droits beaucoup plus contraignants, comme l'est le droit français, comme l'est le droit américain, où, au nom du sauvetage de l'entreprise, on autorise bien des outrages aux droits des créanciers. C'est un choix politique. Nous avons encore 5 minutes. Alors, je vois qu'il y a deux personnes qui élèvent la main, qui sont deux de nos anciens étudiants, donc Maria Jabour et Julien Arsault. Ce que je vous propose, c'est de poser les deux questions d'affilée, comme ça permettra à M. Lucas peut-être de répondre d'un seul coup. Maria, vous avez la parole, vous avez levé la main depuis un moment déjà. Oui. Je suis désolée, on vous a fait attendre. Donc, brièvement, si c'est possible pour les questions, pour qu'on puisse, parce qu'on doit reprendre les cours tout à l'heure, donc qu'on ne puisse pas être trop en retard non plus. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le professeur Lucas, pour votre intervention qui est certes très intéressante et informative. J'avais une question concernant le coût d'accordéon et la réduction du capital à zéro
Ensuite, l'augmentation du capital qui permettra certainement de renflouer la société et de restaurer ses fonds. Vous avez aussi mentionné la prise de contrôle hostile et vous avez mentionné des mécanismes que le législateur français a mis en place pour pouvoir protéger les actionnaires qui bénéficient des droits. Alors, comment les actionnaires qui ne bénéficient pas de ces droits peuvent-ils se protéger d'une prise de contrôle hostile sans leur consentement? Merci beaucoup. Monsieur Alors, Tsou, merci Maria. oui, pardon, il y a vous une voulez deuxième question. répondre? C'est comme vous voulez. Bon, Monsieur Tsou, Non, c'est vous parfait, posez c'est la très bien, très question comme ça, c'est peut-être plus facile. Merci. Monsieur Oui, Tsou, bonjour. allez-y. Bonjour. Merci beaucoup, Madame le doyen. D'ailleurs, vous étiez mon professeur il y a 10 ans à la faculté. Et merci, Monsieur professeur Lucas, pour votre intervention qui nous a vraiment rafraîchi la mémoire. Quand j'étais étudiant il y a 10 ans, il n'y avait pas ce terme de droit de restructuration. Et d'ailleurs, moi, je suis avocat praticien au Liban dans le domaine des droits des affaires et notre droit de faillite est toujours très sanctionnateur. C'est un droit très embryonnaire, droit de faillite proprement dit. Il n'y a même pas procédure de redressement des entreprises en difficulté. Vous avez mentionné une différence entre procédure de sauvetage et procédure de redressement judiciaire. Je vous serais reconnaissant si vous pouvez un peu rapidement nous expliquer, nous, en tant que praticiens qui ne connaissent pas ces nuances-là, la différence entre sauvetage et redressement et le critère d'adoption de l'une ou de l'autre de ces deux procédures. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci pour ces deux questions qui montrent que je suis voué à vous décevoir en ayant parlé si peu et si brièvement, parce qu'il y a tellement de sujets sur lesquels on pourrait poursuivre l'échange, et j'espère que l'occasion nous en sera donnée, que j'ai bien le sentiment de vous laisser sur votre faim. Je commencerai par la seconde question. D'abord, pour formuler une remarque au sujet de votre observation liminaire, vous avez tout à fait raison. Le Liban, mais comme de très nombreux autres droits, n'est pas allé au bout de cette évolution. Je pense que ce n'est pas faire injure au droit libanais de dire qu'il n'y a pas encore une pratique du restructuring, de la restructuration de sociétés en difficulté. Le droit des entreprises en difficulté libanais reste au fond assez proche d'un droit de la faillite traditionnel, essentiellement liquidatif, essentiellement sanctionnateur, même s'il y a une réforme il y a une quinzaine d'années, je ne sais plus trop, j'avais vu passer un commentaire de la dernière loi de réforme de mon ami Fadi Namour à la revue de droit bancaire en France. Donc il s'est passé des choses, il y a eu un toilettage de ce droit, mais ce qui manque pour que le Liban et beaucoup d'autres pays aient un vrai droit de la restructuration, c'est d'abord des textes qui organisent de telles techniques, mais plus fondamentalement, ce sont des professionnels formés pour mettre en œuvre ce droit, à supposer qu'il existe. Parce qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels la Banque mondiale est arrivée avec des textes conformes au modèle de la CNUTSI, conformes à des modèles extrêmement sophistiqués et raffinés, mais il ne s'est rien passé pour autant. Vous pouvez aller voir des droits récemment réformés. Ça a été le cas en Tunisie ou au Maroc, où il y a aujourd'hui de vraies techniques de restructuration avec des procédures amiables de restructuration qui sont logées dans le code, mais en pratique, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas de juge spécialisé dans la restructuration. Et quand il y a un dossier de défaillance, qu'est-ce qu'on fait? On liquide, parce qu'on ne sait faire que ça. Il n'y a pas de vrais mandataires de justice formés à la restructuration. On a quelques experts comptables mal payés qui prennent des dossiers et qui liquident, qui mettent des années à liquider, qui payent personne. Enfin, je caricature un peu, mais c'est pas très satisfaisant. Et puis, on n'a même pas de professionnels du droit et du chiffre, des avocats, des experts véritablement formés à ces questions. Et donc, pour qu'un droit, et ce sera évidemment le cas un jour du Liban, se dote d'une législation efficace, il faut réfléchir à l'amélioration des textes, mais il ne faut surtout pas perdre de vue que ce qui compte le plus finalement, ce sont les hommes et les femmes qui vont mettre en œuvre ce droit. Et c'est pour ça que je me permets de revenir sur votre question. Après,
La différence entre la procédure de sauvetage et la procédure de redressement, en fait, on a cru devoir en France garder deux procédures de restructuration. Il y en a une qui s'appelle la sauvegarde, qui est une procédure qui est anticipée au sens où on la déclenche avant la survenance de la cessation des paiements. Le débiteur qui rencontre des difficultés est éligible à la sauvegarde à condition de ne pas avoir cessé ses paiements. On espère, par un traitement anticipé, pré-insolvency, disent les anglo-saxons, être plus efficace. La cessation des paiements, malheureusement, marque une telle dégradation de la situation de l'entreprise qu'on a beaucoup de peine à la sauver. Donc c'était une bonne idée que cette anticipation. Mais quand on a introduit la sauvegarde, c'était l'objet de la loi du même nom, la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, on aurait dû supprimer le redressement judiciaire qui la précédait, mais le législateur a cru devoir garder les deux. La sauvegarde réservée aux débiteurs n'ayant pas cessé leur paiement et le redressement judiciaire, du coup, ne s'applique qu'aux débiteurs qui ont cessé leur paiement. Mais le résultat est assez étonnant parce que ces deux procédures sont jumelles, elles sont même quasiment identiques, à part ce critère de déclenchement sans ou avec cessation des paiements. On est sur des textes qui sont à 99% les mêmes. Il y a des petites variantes, on pourrait les identifier, mais en plus, le législateur les supprime réforme après réforme. Aujourd'hui, les textes sont tellement proches que beaucoup d'observateurs, et j'en fais partie, plaident pour la fusion de ces deux procédures. On ne devrait plus avoir qu'une seule procédure de restructuration. Appelons-la sauvegarde, appelons-la redressement ou inventons un nouveau mot. C'est sans doute ce qui se passera. J'attire votre attention sur le fait qu'une réforme est en cours en France en ce moment, puisque notre ex-ministre de l'économie a demandé à ce qu'on divise par deux le volume du code de commerce. Étonnante proposition, il trouvait qu'il y avait trop d'articles dans le code, il a dit on va le diviser par deux. Évidemment qu'on n'y parviendra pas, mais au titre de cette recherche de simplification, on a, s'agissant du droit des procédures collectives, on a réfléchi à des simplifications possibles. Et l'une des simplifications pourrait être de fusionner ces deux procédures. Je pense que ce serait une bonne idée, et du coup, la question que vous posez ne se poserait plus. Mais en l'état, elle se pose, vous avez raison, et la seule réponse que je puisse vous faire, c'est sur le critère de déclenchement. Et puis on pourrait dire, la sauvegarde est quand même plus dédramatisée, le débiteur risque moins de choses. Je vous ai dit, hein, l'actionnaire ne peut pas être exproprié en sauvegarde, le débiteur ne risque pas de perdre son outil en sauvegarde, alors qu'en redressement, toute entreprise en redressement judiciaire est à vendre, avec le risque pour le débiteur de la perte. S'agissant de la première question, alors là aussi, on pourrait en parler très longtemps. Les actionnaires exposés à un coup d'accordéon sont-ils protégés dans le cadre d'une procédure collective et dans quelle mesure? Eh bien, je vous remercie de vous poser cette question parce que je suis passé vite sur cette hypothèse du coup d'accordéon et du coup, il y a des précisions à apporter. Lorsque le coup d'accordéon se réalise sur le fondement de l'article 631-9-1 que j'ai évoqué, c'est-à-dire au nom d'une reconstitution des capitaux propres, il y a un certain niveau de protection de l'actionnaire qui est prévu par ce texte, qui tient à ce qu'on ne peut exproprier l'actionnaire que dans la mesure où il faut reconstituer les capitaux propres. C'est-à-dire que ce n'est pas carte blanche pour le concepteur du plan qui va utiliser ce texte pour réaliser un coup d'accordéon et se débarrasser des anciens actionnaires. Non, il ne peut le faire qu'en vue de reconstituer les capitaux propres. Alors, si les capitaux propres sont négatifs, s'il n'y a plus de capitaux propres, là, l'actionnaire va être très mal protégé. On va réduire à zéro le capital social pour apurer les pertes. Bye bye l'ancien actionnaire, il ne va pas retrouver sa mise et on va pouvoir réserver l'augmentation de capital social à un nouvel actionnaire qui du coup évincera l'ancien. Là, la protection est très mince. Mais reste la conformité à l'intérêt social, mais je vous disais, dans un cadre de restructuration visant à sauver l'entreprise, la protection va être assez théorique. Mais dans certaines hypothèses, les capitaux propres ne sont pas négatifs ou équivalents à zéro, de sorte qu'on ne pourra pas totalement supprimer l'ancien capital social et on ne pourra pas totalement évincer l'actionnaire. Et il en résulte pour lui une protection, il restera au capital, peut-être dilué, peut-être en ayant perdu le contrôle de la société,
mais sans être totalement évincé, ce qui restera un caillou dans la chaussure du nouvel actionnaire, pourrait-on dire. Parce que cet ancien actionnaire qu'on n'a pas réussi à évincer, à exproprier totalement, ne sera pas un client facile pour celui qui va reprendre le contrôle. Et ça, on n'a pas été jusqu'à permettre une expropriation brutale, comme les classes de parties affectées permettent, elles, de le faire pour le coup, avec une plus grande efficacité. Bon, j'ai bien conscience qu'on pourrait encore approfondir la réponse à cette question, mais dans le volume de temps qui nous est imparti, je suis voué, je vous le disais, à vous décevoir. Merci beaucoup, vous m'avez répondu parfaitement. Vous avez le satisfecit. Merci, madame. Oui, mais cher également. on va devoir. Merci Merci beaucoup, également. professeur Lucas. Alors, je vais, au regret, n'est-ce pas, être obligée de conclure. Je vous remercie vraiment pour votre disponibilité, pour tout cet éclairage vivant, passionnant que vous avez donné à nos étudiants actuels, mais les anciens étudiants qui ont dû recevoir le mail, qui se sont connectés, et puis quelques collègues. J'espère vraiment, très sincèrement et très vivement que la situation nous permettra de vous accueillir au second semestre, comme nous l'avons prévu pour le cours de droit des affaires, donc en M1, ici, à la rue Huvelin, à Beyrouth, comme je l'ai dit, sous des cieux plus apaisés. Sinon, on va se résoudre au mode distanciel, hélas, mais qui ne nous plaît pas beaucoup, mais qui nous permet au moins quand même d'avoir des échanges fructueux. Merci beaucoup, Monsieur Lucas. Merci à tous ceux qui étaient présents et je vous dis à très, très bientôt. Merci à tous, beaucoup. c'était un plaisir de vous retrouver et j'espère vraiment que ce sera en chair et en os au printemps. Je vous redis le plaisir que j'aurai à être à Beyrouth si Dieu le veut. Merci beaucoup, monsieur le professeur. C'était très enrichissant.